parler aujourd'hui du cas particulier de l'île Bourbon, actuellement l'île de la Réunion, celui des Petits Blancs des Hauts. Certains pensent à tort que les créoles pauvres des Hauts de l'île, qu'on a coutume d'appeler les Petits Blancs, ne sont apparus qu'à partir du milieu du XIXe siècle. Le terme « Petit Blanc » figure dans un rapport de 1838, date qui prouve au moins que cette communauté particulière de l'île Bourbon existait bien antérieurement à l'abolition de l'esclavage en 1848. La thèse selon laquelle les Petits Blancs ne seraient que des colons ruinés par l'abolition qui les a privés de main-d'œuvre ne tient pas. Que des propriétaires infortunés aient revendu leur dernier lopin de terre du littoral pour aller s'établir dans la montagne après cette date est indéniable. Mais ils n'ont fait que rejoindre ceux qui s'y trouvaient déjà et depuis fort longtemps, puisqu'au recensement de 1779, on estime que 2/3 d'entre eux se trouvent dans les hauteurs du nord et de l'est de l'île. Juste avant 1848, les pauvres dits blancs représentent plus de 60% de la population libre. Cette appellation de Petits Blancs n'a qu'un lointain rapport avec la couleur de la peau, nous dit Gervais le Breton en 1998 lors d'une conférence qu'il avait donnée avec moi pour le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage à La Réunion. Les Petits Blancs sont pauvres par rapport aux Grands Blancs qui sont riches. On peut ajouter qu'ils se distinguent surtout par leur ascendance bourbonnaise ancienne, ce qui n'est pas le cas des nouveaux riches venus s'établir dans la colonie durant la deuxième partie du XVIIIe siècle. La plupart pour y produire du café, mais surtout du sucre au siècle suivant. Les noms de ces petits créoles en témoignent: Waro, Paillette, Fontaine, Maillot, Robert, Rivière, Turpin, Sautron, Téchère, Boyer, Dijoux, Bègue, etc. Noms les plus portés aujourd'hui à La Réunion. Ce sont là les héritiers des premiers aventuriers européens qui ont fondé le peuple de cette île. Ils ont surtout, dans leur culture et dans leur état d'esprit, l'hérédité de leurs ancêtres malgaches, bretons, français, indo-portugais. La distinction entre bretons et français n'a rien de politique. Elle reprend simplement celle faite en 2003 par mon fils, Damien Aupier, décédé dans un accident de taxi à Nocibé en 2005, et qui détermine, à partir du dictionnaire généalogique de Camille Rigbourg, que la Bretagne offre à la future île de la Réunion près du tiers des immigrants européens. En y ajoutant ceux des provinces limitrophes, Normandie, Maine, Anjou, Poitou, on atteint la moitié des immigrants d'origine française à l'île Bourbon sous l'Ancien Régime. Rigbourg répertorie 2290 immigrants à l'île Bourbon entre 1665 et 1810. Ce chiffre, qui ne tient pas compte évidemment des immigrants de couleur arrivés par la traite négrière, un chiffre 10 fois supérieur, paraît cependant un peu faible, mais il est suffisant pour permettre une estimation correcte de la part offerte par la région européenne qui nous intéresse, à savoir l'ouest de la France, dans le peuplement de l'île au XVIIe et XVIIIe siècle. Sur ces 2290 immigrants, on connaît l'origine géographique de 2100 individus, soit 92%. Sur ces 2100 personnes, 1757, soit 83%, sont nés en métropole, ce qui ne signifie pas que les 17% restants n'ont pas des origines françaises, même si on sait que quelques pirates hollandais, anglais et irlandais se sont installés dans l'île. Les natifs de Bretagne représentent, on l'a dit, 30% des Français immigrés à l'île Bourbon.
Les originaires de l'Ouest, Anjou, Bretagne, Maine, Normandie, Poitou, 50%. Proportion remarquable par rapport aux 4 autres grandes divisions françaises, la région parisienne, la région sud d'influence latine, la région est d'influence germanique et la région nord d'influence flamande. À noter que cette influence-là ne s'exerce qu'à la frontière avec les Provinces-Unies, les Picards de la Somme et de l'Artois s'inscrivant plutôt dans la sphère celtique. On est au XVIIe siècle. Ces premiers colons arrivent évidemment par navire à voile. Pour ces voyageurs venus de l'Europe, il s'agit là d'une véritable épopée maritime. Qu'on imagine les conditions de navigation de l'époque. La distance énorme à parcourir et surtout le manque de connaissance des courants et des vents. L'archaïsme des mécaniques de bord, notamment la timonerie, pour commander le gouvernail. Les risques liés à l'affalement et surtout au serrage des voiles pour prendre des ris pendant les tempêtes. Les problèmes de ravitaillement en eau, en vivres frais et les maladies dues aux carences, comme le terrible scorbut. Les passagers qui survivent à un tel voyage, qu'ils font pour la plupart pour la première fois, n'ont guère envie de refaire le parcours dans l'autre sens. Ils embarquent dans les grands ports de la côte atlantique, Saint-Malo, Dieppe, Brest, La Rochelle, Le Havre, Nantes, Rochefort et surtout Lorient, port dont la création est décidée par Colbert en 1666 pour servir de base à la Compagnie des Indes orientales. Pour beaucoup de ces voyageurs, l'île Bourbon est donc une destination sans retour. Quant aux marins, hommes d'équipage, corsaires ou forbans, après avoir bourlingué en mer, nombre d'entre eux n'hésitent pas à s'installer sur cette île tropicale lointaine où on les débarque pour s'en débarrasser. Trop vieux, trop alcooliques. Commence à terre une vie de pionnier, tout aussi attirante, et d'abord le métissage. Car le nombre de femmes blanches étant limité, les Européens n'ont d'autre choix que de se marier avec des femmes de couleur, malgaches en majorité, mais aussi indiennes. Des aventures avec des filles de passage, ils en ont eu peut-être. Au hasard des escales en Afrique de l'Ouest, au Brésil ou à Madagascar. Mais là, il s'agit désormais de fonder des familles, d'avoir des enfants et de vivre au quotidien une vie de couple. Cela ne peut se faire sans amour et sans respect. Et on peut logiquement penser que ces gens, simples et démunis devant les éléments naturels, vont s'aimer, excluant ainsi tout préjugé de race ou de rang social. À chaque instant, le découragement, la maladie, l'ennui, la mort guettent les familles naissantes. Beaucoup de colons sombrent dans l'alcoolisme. Certains ménages ont une vie tout à fait déréglée et ça donne à la luxure. C'est ce dont témoigne le gouverneur Antoine Desforges-Boucher en 1713. Dans son rapport, repris en 270 ans plus tard par le prêtre spiritain Jean Barassin, il décrit les 500 premiers réunionnais avec des détails croustillants. Mais ils sont à prendre avec réserve, car Boucher est un ambitieux, très négatif envers les colons. Le premier garçon métis franco-malgache, né dans l'île, est un petit Fontaine, qui voit le jour à Saint-Paul. On le sait par son acte de baptême de 1673, ce qui n'est pas son année de naissance. L'île n'ayant pas de prêtre régulier, ce sont les aumôniers des rares bateaux de passage qui administrent les sacrements. Il sera l'aîné d'une famille de 11 enfants. Peu de temps après, le premier Waro bourbonnais est blanc, ancêtre d'une lignée qui en donnera beaucoup d'autres. C'est le nom le plus porté aujourd'hui à La Réunion. Mais le plus important pour cette époque, c'est qu'on n'y parle pas d'esclavage. Ce n'est donc pas la mentalité des premiers colons blancs, ni un quelconque tabou religieux du christianisme,
puisque les enfants de couleur sont baptisés comme les autres, qui ont créé la ségrégation raciale et surtout institutionnalisé la condition servile du noir. Ce sont bien les ordonnances royales. Défense aux Français d'épouser des négresses et défense aux Noirs d'épouser des blanches, stipule l'ordonnance de Jacob de la Haye, le 1er janvier 1674. Bien entendu, cet édit royal ne sera dans la pratique jamais suivi ni par les premiers colons, dont la plupart n'en ont peut-être jamais entendu parler, ni même par les gouverneurs qui le plus souvent fermeront les yeux sur les unions illégales, bien longtemps après sa promulgation. En 1679, l'ancêtre de mon épouse, Jacques Maillot, d'origine normande, prend pour femme une indienne. Celle-ci meurt en 1697, Maillot se remarie alors avec une jeune mulâtresse en 1700. Il n'y a donc toujours pas de ségrégation raciale. Quant à l'esclavage, il ne se généralise que bien plus tard, et pas intégralement à cause du refus de participation de certains Blancs et de leurs descendants à la politique productiviste de la Compagnie des Indes. La nouvelle Compagnie de l'eau, qui a racheté celle de Colbert, institue la traite et l'esclavage pour elle-même en 1717. Si, en 1735, sur les 1716 blancs dénombrés, 29 sont de familles ayant moins de 3 esclaves, ça fait moins de 2%, 40 ans plus tard, parmi les 6464 blancs recensés, 1139 sont de familles ayant moins de 3 esclaves, plus de 17%, et 509 n'en possèdent déjà plus, 8%. Avoir peu ou pas d'esclaves est un signe de pauvreté. La paupérisation de certaines familles créoles, ancêtres des petits blancs, a déjà débuté bien avant la Révolution française. Qu'est-ce qui a pu provoquer un tel appauvrissement des premiers occupants de l'île Bourbon? Très lentement, ce qui germe dans la tête de quelques propriétaires, c'est la notion de rentabilité. En France, sous l'Ancien Régime, les nobles, qui possèdent presque tous les biens fonciers, avec le clergé, se soucient peu de produire en plus grande quantité et de façon rentable. À l'île Bourbon, les premiers colons français, dont très peu appartiennent à la noblesse, n'ont qu'un instinct de propriété grégaire sur les grandes concessions qu'ils obtiennent. Ils ne s'y attachent pas comme à une propriété individuelle destinée à devenir leur lieu de production, leur exploitation agricole. Roger Théodorat a écrit « Le mémoire d'Antoine Boucher, qui est d'une inestimable contribution à la connaissance détaillée de la population, fait ressortir que ceux qui allaient alimenter cette catégorie sociale avaient une notion de l'économie, de l'aisance, de la relation au travail, de l'importance de la main-d'œuvre servile, qui n'était pas à leurs yeux l'étalon objectif de la richesse, les plaçant dans une situation qui aboutirait, par les plans de remembrement des terres successifs, à leur expulsion des zones économiques intéressantes au profit des nouveaux arrivants. Ils font des cultures vivrières et un peu d'élevage sur quelques lopins de bonne terre. Certains cultivent le café, mais la Compagnie des Indes, le payant mal et souvent très en retard, ils ne sont guère encouragés à développer cette production. Leur passe-temps favori reste la chasse et la pêche dans les rivières, comme au tout début du peuplement. On pense que seuls les esclaves travaillent physiquement, les maîtres blancs se contentant de les commander. C'est sans doute vrai sur les grands domaines, mais les petits colons ont sans doute l'habitude de prendre la pioche aux côtés de leurs travailleurs et de soigner eux-mêmes leur bétail, comme cela se fait dans toutes les petites fermes de France.
C'est l'après-révolution française qui va bouleverser les mentalités. D'une part, les cyclones destructeurs de 1805 à 1807, puis des pluies diluviennes que l'on appellera les grandes avalanches, ruinent et découragent une majorité de petits et moyens planteurs de café. D'autre part, arrivent dans l'île des nobles et des bourgeois, les uns fuyant la Révolution, les autres cherchant à investir le fruit de la vente des assignats. Ces gens-là ne viennent pas pour l'aventure comme les premiers colons. La culture de la canne à sucre promet déjà de bons résultats à Bourbon, où quelques gros propriétaires commencent à bien maîtriser la fabrication du sucre. Ils rachètent les petits domaines, les regroupent pour en faire d'immenses parcelles concentrées autour de l'établissement, là où on installe le moulin à sucre. Ce sera, et pour très longtemps, la cause principale de la ruine des petits colons qui, dépossédés, errant dans la montagne bourbonnaise, de fond de ravine en îlettes escarpées, finiront par être considérés comme des vagabonds presque dangereux pour l'équilibre social de l'île. En 1821, l'administrateur Ricard fait un rapport à la demande du Conseil colonial de l'époque, intitulé « Moyens proposés afin d'utiliser la population inactive de Bourbon ». Et voilà ce qu'il écrit concernant la dépossession foncière des premiers colons. Il parle d'abord de l'imprévoyance des propriétaires qui ont morcelé leurs terres entre leurs enfants à chaque génération et de l'insatiable cupidité des Européens. Ceux-ci, dit-il, d'une infatigable activité, l'œil toujours ouvert sur leurs intérêts, ont peu à peu recomposé de nouvelles propriétés importantes de toutes ces parties divisées. La vérité me contraint à avouer que la plupart de ces grandes propriétés sont l'effet de la spoliation plutôt que de contrats où l'équité a présidé. Ricard prétend même qu'il en a vu se former sous ses yeux et qu'à l'heure où il écrit, s'en forme-t-il encore. Qu'ajouter de plus ? Ce rapport de 1821 décrit aussi les conditions de vie des petits blancs des Hauts. Et voilà ce qu'écrit Ricard. Retirés dans des lieux éloignés et déserts, dans les forêts, dans les encaissements des rivières, un grand nombre n'a d'asile que les cavernes et les fissures des rochers où ils logent. Quelques branches d'arbres sur lesquelles ils placent des pailles forment la demeure de la plupart. Là, le père, la mère, les garçons, les filles, les petits-enfants et les agrégés de la famille logent pêle-mêle et peuplent comme des bestiaux. On a vu des femmes enfantées dans un tas de paille comme les pourceaux. À peine couvert, un morceau de linge ne dérobe point à la vue ce qu'il semble destiné à couvrir. Lorsqu'on lit ça, on en frémit. On peut raisonnablement se demander ce qui fait qu'une population, au départ civilisée, en arrive à un tel degré de dénuement. La vision de Ricard apparaît un peu caricaturale. Elle démontre pourtant une terrible déchéance humaine, individuelle et un épouvantable effondrement social. Les nouveaux arrivants ont imposé leurs règles, leurs lois sur le littoral, où ils exploitent de nombreux esclaves, et ils n'ont sans doute pas fait dans le détail pour imposer leurs principes économiques. Les autres, où ils s'adaptaient, où ils devaient fuir. Et quelle fuite! Même privés de leurs terres, qu'est-ce qui les oblige à monter toujours plus haut, à s'enfoncer toujours plus loin dans la montagne? Ricard ne répond pas à cette question. Mais la spoliation foncière dont il parle a peut-être été plus violente, plus brutale qu'on ne le laisse habituellement entendre. Les ressentiments sont donc profonds et la hantise des esclavagistes sera toujours qu'une conspiration se forme
entre esclaves et libres pauvres, en particulier ces petits créoles des Hauts de l'île. Le rapport Ricard aura donc des petits frères en 1828, en 1834, puis en 1838. Il ne modifie en rien la situation. Si le mariage entre blancs et noirs est strictement interdit dans les bars, si les simples rapports amoureux entre races peuvent être sévèrement punis, beaucoup plus pour le noir que pour le blanc évidemment, les relations interraciales dans les îlettes de l'intérieur n'obéissent qu'au bon vouloir de ceux qui y vivent. Auguste Billiard, en 1820, nous donne une description de sa visite chez un petit blanc des Hauts de Saint-Paul. Et tout d'abord, il affirme que, comme la plupart des petits créoles, son hôte a dans le teint des nuances africaines. Celui-ci lui avoue avec malice recevoir régulièrement dans sa paillote une négresse de Monsieur Chose. Il a d'ailleurs avec lui un jeune adolescent qu'il appelle son petit noir et qu'il ne considère pas comme un esclave. Cet enfant ne serait-il pas le fruit de ses amours avec la femme en question, puisque Billiard affirme que le grand propriétaire ne se fâche point de ce que ses voisins se chargent de multiplier les esclaves sur son habitation. Il ajoute d'ailleurs que les nuances africaines de la plupart des petits créoles sont dues au fait qu'ils appartiennent ou s'allient à des familles d'affranchis. Qui dit affranchis dit évidemment gens de couleur. Ces familles de blancs et d'affranchis ont sans doute des contacts avec les noirs marrons, mais la collusion tant redoutée par les esclavagistes n'aura pas lieu. Des rapports de police font seulement état de razzias opérés sur les grandes propriétés par des groupes, pas seulement composés de noirs. On entendra même dire que dans les Hauts-de-Saint-Denis, des groupes de marrons seraient commandés par des blancs. Mais selon l'avis de Prosper Ève, il faut se méfier de ces témoignages qui n'ont pour but que d'affoler les autorités afin de justifier l'envoi de renforts de police sur la capitale Saint-Denis. Quant à la complicité entre les blancs pauvres des bas et les noirs libres de 1848, elle a bien eu lieu, mais seulement pour contester l'obligation du carnet de travail et des contrats d'engagement que les affranchis et les vagabonds doivent présenter à la police. Dans son discours du 17 février 1949, 2 mois donc après l'abolition, le gouverneur Sardagariga fait ce reproche aux anciens esclaves. « Je ne suis pas content de vous. Est-ce ainsi que vous comprenez la liberté? Je vous l'ai dit, sans le travail, elle ferait votre malheur. Vous n'appartenez plus à un maître, mais vos bras appartiennent au champ qui doit vous nourrir. Vous avez pris des contrats d'engagement, de travail, avec des gens qui ne possèdent pas une goélette de terre, sans un grain de riz, sans un sou à vous donner. Ces engagements sont fictifs, la loi les punit. » Voilà la déclaration de Sardagariga. Mais qui sont ces gens désignés comme sans terre et sans sou, mais signant pour les nouveaux affranchis des contrats de travail fictifs, si ce ne sont des petits blancs? Serait-ce une façon pour eux de se venger des grands propriétaires qui se trouvent ainsi privés de main-d'œuvre? Dans une communication qu'il présente à l'Académie de la Réunion en 1958 sur le prolétariat blanc à Bourbon avant l'émancipation des esclaves, Yves Perrotin ne fait pas que décrire la situation des petits blancs à partir des écrits dont nous avons déjà parlé. Recensement, rapport de Ricard, lettres de Billiard, autres rapports anonymes. Il affirme dans son introduction que la constitution de ce prolétariat blanc n'est pas à mettre au compte de l'abolition de l'esclavage, puisqu'elle lui est bien antérieure. Il enfonce le clou en affirmant que l'émancipation des Noirs coïncide chronologiquement avec des modifications importantes
et généralement favorable, affectant la classe des prolétaires blancs. Donc si la misère des petits créoles s'atténue à l'abolition de l'esclavage, c'est bien qu'elle n'en est pas la conséquence. En fait, la liberté des Noirs donne enfin aux Blancs pauvres et aux Métis la possibilité d'entrer en concurrence loyale avec les anciens esclaves, puisque désormais, tout employeur est tenu de payer un travailleur, qu'il soit noir, métis ou blanc. Les petits créoles des Hauts, malgré leurs dures conditions d'existence, resteront pour la plupart dans leurs montagnes, qu'ils connaissent mieux que quiconque. Ils sont rejoints progressivement par d'autres blancs ruinés du littoral, poussés à nouveau par les grands caniers toujours avides d'espace à planter. En bas, une nouvelle économie de plantation, celle de la canne, marque l'île pour très longtemps. Tandis que des métis d'Européens et des Noirs créent entre eux des rapports sociaux qui vont relancer la formidable interculturalité créole des débuts du peuplement. La pauvreté partagée permettra de renforcer le syncrétisme à l'origine de la langue créole, du séga, des contes, de la cuisine, de l'art de vivre et ce métissage humain qui paraît si naturel de nos jours. Pourtant, les grands caniers connaîtront eux aussi des heures sombres. Après les conquêtes géographiques de la canne, c'est le temps du marasme pour le sucre. Vers la fin du XIXe siècle et jusqu'au milieu du XXe, toute la colonie s'en ressent. Le littoral s'appauvrissant, les Hauts se referment sur eux-mêmes et deviennent des lieux de très grande misère. La métropole, mère patrie lointaine, n'en prendra conscience que très tard. Il faudra attendre les années 1970 pour que des mesures sanitaires et même d'aide alimentaire d'urgence soient prises. Mais misère ne veut pas dire absence de dignité. Les ethnologues locaux constateront a posteriori que les petits blancs des Hauts, dans leur grande majorité, ont gardé une droiture morale et une solidarité humaine unique, sans comparaison dans les bas. Seuls quelques méchants journalistes tenteront, on se demande bien pourquoi, de leur bâtir une réputation abominable, comme un certain D. Laine, L-A-I-N-E. Lisons donc l'article de ce chroniqueur des années 1980. En 1848, écrit-il, l'esclavage fut aboli et l'île rebaptisée La Réunion. Blancs, cafs, africains, indiens malbars et musulmans, métis créoles, se retrouvèrent en nombre à peu près égal. Il a dû les compter. Rassemblés sous la même constitution égalitaire. C'est très drôle comme formule républicaine. Plus d'un siècle de colère rentrée pour les uns ou d'orgueil bafoué pour les autres. Bon, il a certainement fait une étude sociologique de la population servile. Voisinait mal avec l'habitude du pouvoir absolu des esclavagistes blancs qui préférèrent se retirer dans la montagne. Sauf que la très grande majorité des libres n'ont plus d'esclaves depuis longtemps lorsqu'arrive l'abolition. Et sauf aussi que beaucoup d'entre eux occupent déjà leur montagne. Et ce laine continue. Ces petits blancs des Hauts survivent aujourd'hui dans des cirques inaccessibles, coupés du reste de l'île depuis plusieurs générations. Certains n'ont jamais vu la mer, ni jamais été au cinéma. Perdus dans leurs îlettes, un éternel chapeau rabattu sur leur tignasse rousse, ben là voilà tous les petits blancs devenus rouquins, ils vont pieds nus, le regard fatigué de voir la même montagne, de prendre le même chemin. Après plus d'un siècle d'isolement volontaire, de mariage consanguin et surtout d'alcoolisme, ils ont entamé un processus de dégénérescence qui les rend séniles à 30 ans. Voilà ce qu'on peut écrire lorsqu'on ne connaît rien de l'histoire d'une communauté, ni du simple respect dû aux plus pauvres lorsqu'on fait partie soi-même d'un milieu aisé.
Cet article, qui a été repris par une équipe de jeunes étudiants en ethnologie de l'Université de La Réunion, n'aurait jamais dû figurer dans leur rapport sans aucun commentaire. Ce n'est pas une question d'humanisme, mais surtout un devoir de méthodologie. L'obligation de vérifier la crédibilité et la véracité de la source et d'écarter les témoignages faits de généralités inutiles, insultantes et surtout complètement fausses. Certes, les Hauts ont souffert de l'éloignement par rapport au littoral et de l'absence de voies carrossables. Mais de nombreux sentiers de rempart permettaient aux groupes familiaux de se rencontrer. À part quelques cas isolés, il n'y avait pas plus de consanguinité qu'ailleurs. Quant à l'alcoolisme, il causait certainement autant de ravages dans les bars avec la vente du rhum au demi-quart dans les boutiques des Chinois. Au début du XXe siècle, les Hauts voient s'implanter des populations indiennes, comme à la Mara-Vieille-Place, dans le cirque de Salazie. Ces engagés, recrutés surtout dans le Tamil Nadu, après l'abolition de l'esclavage, se retrouvent sur les grands domaines canniers du littoral où ils sont parfois maltraités. Ceux de Saint-André fuient vers le cirque de Salazie. Ils y sont recueillis par des petits blancs. L'un d'eux, Fabien Gabou, descendant de Bretons originaires de Paimboeuf, ayant épousé une indienne, donne asile aux fugitifs, moyennant leur contribution au travail libre sur ces terres à la Mara-Vieille-Place. Les patrons des engagés en fuite recherchent leurs travailleurs jusqu'à cette îlette, et de loin, ils crient à Gabou : « Père Gabou, nos esclaves ne sont-ils pas chez vous ?» Et avec malice, Gabou leur répond : « Vous savez bien qu'il n'y a jamais eu d'esclaves chez Gabou. » Et plus tard, il deviendra un des tout premiers maires élus de la commune de Salazie. Dans ce cirque, beaucoup de descendants de petits blancs ont conservé dans le teint les nuances africaines dont fait état Auguste Billard en 1820. C'est donc que le métissage a perduré. À de rares exceptions près, on ne peut pas parler d'isolement. Aujourd'hui, les gens des Hauts n'ont pas à rougir de leur situation par rapport au littoral. De bonnes routes conduisent jusqu'aux îlettes les plus isolées, où l'on découvre de magnifiques cases créoles. La mentalité de ces populations a su conserver une spontanéité et un savoir-vivre qui ont tendance à se perdre dans les bas. Pour les gens du littoral, monter dans les Hauts aujourd'hui, c'est toujours un moyen de retrouver la convivialité d'autrefois. On peut vraiment dire que ce sont ces petits blancs, ceux que les noirs marrons appellent maouls, en malgache, les gens bien, comme le souligne le professeur Fuma. Ces créoles, jugés un peu arriérés par les habitants du littoral, dénommés péjorativement Yab, Padzone, Liton, et qui ont le mieux conservé l'esprit de créolitude si nécessaire à la cohésion de la société réunionnaise. Ils méritent un autre regard que la simple attention paternaliste qui leur est encore accordée. Ils aspirent à une reconnaissance de leur véritable passé, pas seulement en tant que descendants de Blancs, mais comme principaux héritiers des premiers métissages de l'île Bourbon et de la résistance à l'esprit colonial et aux préjugés de race. À la lecture des lettres patentes de 1723, adaptation du Code noir pour les Mascareignes, Roger Théodorat constate que l'article 5 permet le mariage entre un homme noir, affranchi ou libre, et son esclave, qui obtient ainsi l'affranchissement. Il y a donc à l'île Bourbon, à cette époque, des noirs propriétaires d'esclaves. En fait, le classement entre noirs et blancs doit être bien difficile concernant les descendants des premiers habitants, en majorité métis. On connaît les fantaisies du métissage, surtout pour la couleur de peau. Si à la première génération, les enfants sont généralement intermédiaires entre les parents, c'est la loi de Madeleine, à la deuxième et à la troisième génération peuvent réapparaître des enfants
blancs comme leur arrière-grand-père européen ou noirs comme leur arrière-grand-mère malgache ou indienne. Sur le plan des alliances, il n'y avait donc pas de barrière physique entre ces catégories et les libres affranchis que le Code noir excluait de la classe des Blancs. Ne sont reconnus comme blancs que ceux qui peuvent attester de leur ascendance exclusivement européenne. Mais ceux-là, peuvent-ils revendiquer une culture créole dans un milieu qui leur interdit toute impureté de peau, donc le moindre contact avec des gens de couleur? Non, bien sûr. La créolité ne peut être née que de relations charnelles ou au minimum complices entre blancs, noirs, métis, coexistant sans esprit de domination, et non d'une communauté blanche exclusive et isolée, se disant créole simplement parce qu'elle vit dans une île tropicale à l'ombre des varangues. Il n'est pas question ici de mettre le clan dit des gros blancs au banc de la société réunionnaise. Beaucoup de ces héritiers ont compris aujourd'hui l'erreur de leurs ancêtres. Mais ceux-ci ne peuvent servir de référence identitaire dans le but, peut-être pour certains, d'entretenir une certaine nostalgie coloniale. Théodora constate, sur quasiment 3 siècles, l'entière mainmise de la bourgeoisie blanche et des cadres et administrateurs venus de métropole sur la production écrite. C'est ce qui a favorisé une présentation de l'histoire de la Réunion faisant l'apologie de cette classe et légitimant l'idéologie dominante aux yeux de l'observateur extérieur non averti, écrit Théodora. D'ailleurs, cette classe dominante a toujours dénigré les petits créoles qui ne respectent pas les règles fixées, séparation stricte des races, et participation active au développement de la colonie, et particulièrement à la culture de la canne à sucre. Théodora le démontre. En 1710, écrit-il, Antoine Boucher les voit ivrognes, joueurs et libertins, mais il leur trouve un certain sens de la communauté. En 1768, Crémont et Bellecombe mettent l'accent sur le fait qu'ils n'ont que peu, voire pas d'esclaves. En 1789, Banque remarque qu'ils sont habitués à s'assimiler aux Noirs, avec lesquels ils vivent dans la plus grande familiarité. Pour Champvallon, en 1804, ils sont paresseux et familiers avec les Noirs. Jurien et Charles Desbassins les jugent paresseux, compromis avec des Noirs. En 1836, Rosamel constate qu'ils ne craignent pas la fréquentation des Noirs. En 1841, Gilbert des Molières fait grief à cette population du commerce clandestin et frauduleux qu'elle entretient avec les esclaves. Et en 1847, De Jean de la Bâtie considère que les petits créoles sont braconniers, maraudeurs, complices des esclaves. Voilà donc des témoignages qui portent pratiquement sur un siècle et demi. Et bien voilà donc l'image que la bourgeoisie blanche des bas voulait donner des petits créoles des hauts, dans le seul but de les dévaloriser. Mais aujourd'hui, c'est justement cette image-là qui redonne toute sa valeur à cette communauté humaine si particulière, véritable ciment de la créolité à la Réunion et exemple humaniste pour les autres îles de l'océan Indien, les petits blancs des hauts.